Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Le plan qui vient d'être présenté par M. Sarkozy pour redynamiser l'économie française et permettre à celle-ci, théoriquement, de reprendre le dessus, est un plan qui ne répond certainement pas à l'objectif majeur qui devrait être celui d'un gouvernement français aujourd'hui, c'est-à-dire redonner à l'économie française la capacité de fonctionner d'une manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus cohérente et beaucoup plus compétitive. Tout le reste en découlera. Ce plan était à certains égards nécessaire. Il fallait évidemment, ici ou là, donner un peu d'aide à des entreprises ou à des industries qui sont en grosse difficulté. Je pense en particulier à l'industrie automobile, au bâtiment. Mais toutes ces aides sont par nature provisoires. Elles ne peuvent pas fonder une politique. De même, grande nouveauté, l'État paie ses dettes. En tout cas, il les paie en temps, puisque les sommes qu'il doit au titre de la TVA aux entreprises vont être versées plus vite. Ça a été l'occasion de découvrir pour beaucoup le fait que l'État ne payait pas ses dettes ou les payait avec un lance-pierre, comme on dit. Eh bien, ceci pourrait être une constante et il faudrait désormais instituer la règle qui veut que l'État paie ses dettes aussitôt. Mais il est vrai que c'est un État endetté et qui, bien entendu, tire sur la corde en permanence pour essayer de retarder quelque peu les échéances. Ce plan n'aura évidemment aucun effet de confiance. D'ores et déjà, il ne l'a pas eu, la bourse n'a absolument pas réagi, et d'autre part, on n'a pas entendu, hormis dans certaines gazettes vouées à l'applaudissement général des gouvernants de la France, hormis cela, on n'a pas entendu, ni de la part du pays, ni de la part de la plupart des commentateurs, d'appréciation particulièrement favorable, et pour cause, car il s'agit d'un plan dont chacun sait bien qu'il faudra, dans quelques semaines ou quelques mois, le remettre sur le métier. Alors l'essentiel dans cette affaire, la grande novation, paraît-il, a été le fait que ça n'a pas été un plan de relance de la consommation, mais un plan destiné à consolider l'offre. Alors ceci, c'est un débat de spécialistes, évidemment, mais nous allons essayer de le ramener à des connotations un peu plus pragmatiques. Offre, consommation, quelle différence y a-t-il? Eh bien, la stratégie de l'offre, ça consiste à renforcer les entreprises, et la stratégie de la consommation, ça consiste à donner aux gens un peu plus d'argent. Tout dépend de la manière dont on le fait, évidemment. Que les entreprises puissent être favorisées dans une période particulièrement difficile, c'est tout à fait normal. Mais de quoi les favorise-t-on? Je vous l'ai dit déjà, d'un certain nombre de sommes qu'on leur doit, et puis pour certaines d'entre elles, de primes à la casse ou d'aides quelconques, et puis bien évidemment aussi d'une politique dite de grands travaux qui en fait s'avérera probablement des travaux moyens et qui n'auront pas beaucoup d'effet, en tout cas pas à court terme, hormis le fait que quand vous faites des travaux, c'est de l'argent que vous prenez à ceux qui peuvent en avoir et qui est distribué à des fins dont on n'est pas certain qu'elles soient les plus utiles. C'est ce qu'on appelle la meilleure affectation des ressources. Eh bien, dans cette affaire, il est clair que les entreprises ont été totalement oubliées dans ce qu'elles ont, pour elles, de souci essentiel, c'est-à-dire leur avenir. Quelle est la véritable baisse de charge qui figure dans ce plan? 700 millions d'euros qui représentent un allègement de cotisations patronales pour les entreprises qui emploient des salariés, pour les salariés des entreprises qui travaillent aux environs du SMIC ou un peu plus que le SMIC. 700 millions d'euros, et encore pour un an. Donc, tout à fait précaire et révocable. Mettez cette somme à côté de ce que sont les dépenses publiques en France. 700 millions, 1000 milliards. 1000 milliards, c'est ce que nous dépensons chaque année pour l'État, les collectivités territoriales et les régimes sociaux. Eh bien, pour toutes ces entreprises, ces 2 600 000 entreprises françaises, on a trouvé que 700 millions d'allègements de charges à leur affecter, alors même qu'on leur prélève des milliers et des milliers
de milliards, j'allais dire en tout cas 1000 milliards d'euros, toutes ne viennent pas bien entendu des entreprises, mais beaucoup en proviennent. On voit bien tout de suite qu'il s'agit là d'une véritable erreur de stratégie monumentale, car enfin, si on veut que les entreprises prospèrent, en tout cas se redressent et embauchent, il faut impérativement baisser leurs charges. L'occasion était très belle, car, vous le savez certainement, les critères de Maastricht, qui jusqu'à présent régissaient l'ensemble des économies de la zone euro, étaient des critères particulièrement nets qu'il fallait appliquer, bon, même si on les violait quelque peu de temps en temps, et même si la France n'y arrivait qu'à grand-peine et même n'y arrivait pas, puisqu'elle a reporté à 2010 puis à 2012, avant la crise, le moment où elle serait à l'équilibre, eh bien ces critères fixaient le déficit que l'on pouvait accepter dans cette zone à 3% du produit intérieur brut. Aujourd'hui, la crise a bousculé quelque peu ces critères. C'est-à-dire que l'on peut de nouveau faire du déficit. Pour la France, ça n'est pas nouveau, elle en fait depuis toujours, en tout cas au moins depuis plus de 30 ans. Mais elle pouvait saisir cette occasion d'ajouter à ces déficits de caractère non nécessaire, voire même très négatif, qui consiste à s'endetter pour payer ses dépenses courantes, elle pouvait y ajouter des déficits vertueux, c'est-à-dire permettant des baisses d'impôts et des baisses de charges. Car ce sont les baisses d'impôts et les baisses de charges, et elles seules, qui redonneront à l'économie française sa compétitivité. Parlons maintenant un peu de la consommation. Alors la consommation, qu'est-ce que c'est exactement? Dans l'esprit des énarques qui nous gouvernent, il s'agit simplement, pour les foyers modestes, d'acheter des écrans de télévision, des écrans plats. Eh bien, ils se font une curieuse idée de la manière dont les Français vivent. Car aujourd'hui, il suffit d'ouvrir son journal ou d'entendre autour de soi ce que l'on dit. Les Français, de toute catégorie, hormis une toute petite frange au sommet des revenus, a beaucoup de mal à boucler ses fins de mois. Ont beaucoup de mal. Pourquoi ont-ils autant de mal? Eh bien, tout simplement parce que l'économie ne marche pas et que l'État leur prend trop. Alors évidemment, il y a consommation et consommation. La première des consommations que nous faisons en France, c'est une consommation d'État, c'est une consommation de communes, de syndicats de communes, de communautés de communes, de communautés d'agglomération, de régions, de départements, de régimes sociaux. Bref, nous consommons de l'État jusqu'à n'en plus pouvoir. Or, c'est cette consommation-là qu'il faut réduire, et non pas la consommation qui permet aux Français de boucler leur fin de mois. Pour cela, que pouvait-on faire? En attendant que les entreprises reprennent du poil de la bête et puissent non seulement embaucher, mais aussi augmenter les salaires dans la limite que leur permet la compétitivité générale, mais il fallait surtout redonner aux Français ce qui leur appartient. Car il y a deux types de choses qui leur appartiennent. Quand vous êtes dans la rue et que vous voyez passer une très belle automobile avec une personnalité importante, payée par l'État, vous vous dites, mais tout ça est à moi. Quand vous allez dans un magnifique hôtel de région, vous savez, une de ces 22 régions qu'on a créées pour créer des grands-ducs, on a ressuscité les grands-ducs de la féodalité. Ces régions qui ne servent à rien, il faut le savoir. On n'a pas besoin de régions en France, parce que la coordination entre les départements, c'était la tâche de l'État, il s'en acquittait à peu près bien, en tout cas pas plus mal que les régions, et Dieu sait combien de dépenses en moins cela crée. Bref, quand vous allez dans un hôtel de région, vous vous sentez heureux, vous êtes propriétaire d'un morceau d'une magnifique demeure, et vous êtes propriétaire finalement de tous les services qui figurent dans cet hôtel, et qui sont à votre service, théoriquement. En réalité, ils ne sont au service de personne, sinon du potentat local, et vraisemblablement de leurs propres intérêts. Donc, nous sommes dans une situation où ce que nous consommons et ce dont nous sommes propriétaires, ce sont des choses dont, pour la plupart, nous n'avons pas le moindre besoin. Donc, ce qu'il faut qu'on nous rende, c'est ce dont nous sommes aussi propriétaires, c'est-à-dire une bonne partie de notre argent qui est confisqué à cet effet. Et donc, que l'on nous rende sous une forme ou sous une autre, la forme la plus simple étant bien sûr la baisse de la TVA,
que l'on nous rende ce qui nous appartient. Et là, on verra non pas les Français se ruer sur les écrans plats, mais tout simplement arriver un peu moins mal à boucler leur fin de mois et faire en sorte qu'enfin, un ou deux projets puissent germer dans leur esprit, plutôt que de se dire demain ce sera encore pire qu'hier. La TVA est un impôt qui est facile à baisser. Nous sommes à 19,6. C'est un taux très élevé. On pourrait parfaitement, comme les Anglais l'ont fait, le baisser de 2 points, 2 points et demi, 3 points, ce qui redonnerait évidemment beaucoup de beurre dans les épinards, comme on dit communément, à l'immense majorité des Français, et leur permettrait de faire face non seulement à une situation très difficile, mais à des prix qui sont loin d'avoir baissé, même si un jour ou l'autre, en raison de la crise, ils pourraient baisser un peu. Et puis, il faut aussi ne pas oublier que parmi les cadeaux que l'on nous fait, parmi les consommations que l'on nous force à prendre, eh bien, il y a la sécurité sociale, dont on pourrait parfaitement, immédiatement supprimer le monopole dans les faits, alors qu'il est déjà supprimé dans les lois, et faire en sorte que les Français, en s'assurant librement, puissent faire des économies pour être mieux couverts. Voilà toute une série de pistes qu'il faudrait suivre, en s'inspirant en outre de quelques exemples récents. Regardez les Allemands. Les Allemands, au début de 2007, ont augmenté de 3 points leur TVA. On a appelé ça la TVA sociale. En réalité, il n'y avait qu'un seul de ces 3 points qui était consacré aux régimes sociaux, les 2 autres étant consacrés pour l'essentiel à l'État. Eh bien, c'est une des erreurs les plus monumentales qu'ait pu faire l'Allemagne. Pourquoi? Parce que l'Allemagne a vécu au cours des dernières années avec un double souci. D'une part, équilibrer ses comptes. Elle y est parvenue et en particulier, elle a finalisé quelque peu cet équilibre avec ces 3 points supplémentaires d'impôts. Et puis, continuer d'être très compétitive sur les marchés extérieurs, ce qu'elle est. Le malheur, c'est que tout ceci se faisait sans que le marché intérieur ne soit suffisamment vivace, car la consommation allemande avait été tenue terriblement serrée en raison du fait que précisément les salaires étaient eux-mêmes comprimés de manière à ce que la compétitivité de l'économie soit la plus grande possible. Eh bien, il est arrivé ce qui devait arriver. Au moindre ralentissement extérieur, et cette fois-ci ce n'est pas un ralentissement moindre, mais une grave crise mondiale, on vend moins à l'étranger, et le marché intérieur, qui a été complètement asséché par la mesure consistant à augmenter les impôts de 3 points de TVA, ce qui représente une augmentation de 20% environ des prix, que ce marché soit complètement mort actuellement et que les Allemands n'aient plus beaucoup de motifs de croissance, en particulier le fait que cette croissance étant atone, la récession allemande est même plus sévère que la récession française, ce qui n'est pas un motif de consolation pour nous, car on sait bien que si elle est plus sévère en Allemagne, c'est parce qu'il partait de plus haut. Mais, quoi qu'il en soit, la situation française n'a aucune chance de s'améliorer avec le plan de M. Sarkozy. Il n'y a pas lieu de s'en étonner, M. Sarkozy ne comprend rien à l'économie, et ceux qui le conseillent n'y comprennent rien non plus. En tout cas, il y a 2 points qu'ils ne comprennent pas. Le premier, c'est que les Français vivent très mal, et de plus en plus mal, et le second, c'est que le seul facteur de progrès dans l'humanité a toujours été la liberté. Or, nous sommes sous des contraintes permanentes, quotidiennement augmentées, et l'administration nie ce qu'elle coûte, n'ont pas reculé du moindre centimètre. Donc, attendons-nous à des jours de plus en plus difficiles. Ce plan, d'ores et déjà, a échoué. Il ne pouvait pas réussir. Ce n'est même pas un plan, c'est un faux plan. Et, bien entendu, dans les semaines ou les mois qui viennent, il faudra qu'à nouveau M. Sarkozy monte sur les tréteaux et dise enfin un très grand plan, comme à chaque fois, va être porté sur les fonds baptismaux. Donc, nous n'avons pas de raison particulière de nous réjouir. Le seul point vraiment optimiste dans cette affaire, c'est qu'au rythme où la dégradation se fait, à un moment ou à un autre, il va bien falloir que les Français deviennent conscients de la façon dont ils sont gouvernés. Ce jour-là, vraisemblablement, ils prendront des résolutions. Et ces résolutions ne peuvent être fondées que sur leur désir de changer de personnel politique. C'est désormais indispensable, car nous voyons chaque jour que ce personnel politique-là est incapable. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de m'avoir écouté.
Gardez courage, car tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. À bientôt. Vive la France!